Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine. Cette semaine, nous allons à la rencontre de Marie-Lou Maisonneuve, qui nous reçoit dans les bureaux du programme Maison Ronde de l'organisme communautaire L'Itinéraire, organisme bien connu pour le magazine du même nom. Titulaire d'un baccalauréat avec une majeure en études autochtones à l'Université d'Ottawa et d'une maîtrise en sciences des religions à l'Université du Québec à Montréal, Marie-Lou Maisonneuve a consacré son mémoire de maîtrise aux femmes Innu impliquées dans l'Église évangélique baptiste Eyam-Yehu-Mamwitun, située à Ouachat, église que la chercheure a elle-même fréquentée dans sa jeunesse avec sa famille. En 2025, Marie-Lou Maisonneuve a publié un article reprenant les grandes lignes de cette recherche dans l'ouvrage collectif « Étudier les christianismes dans un contexte de post-chrétienté » publié aux presses de l'Université Laval. Depuis 2020, Marie-Lou Maisonneuve travaille pour l'organisme communautaire L'Itinéraire comme chargée de projet pour le programme et le café de la Maison Ronde, un café d'économie sociale offrant des possibilités d'emploi aux personnes autochtones marginalisées ou en situation d'itinérance à Montréal. Au micro de Mathieu Lavigne, Marie-Lou Maisonneuve évoque son enfance et son adolescence entre Sept-Îles et Ouachat, ses recherches académiques sur l'Église évangélique baptiste Innu Eyam-Yehu-Mamwitun et son travail auprès de personnes autochtones aux multiples parcours vivant en milieu urbain. Marie-Lou Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Marie-Lou, merci de nous accueillir dans les locaux du programme de la Maison Ronde. Chaleureux, merci de l'accueil. Ça fait plaisir. Marie-Lou, est-ce que tu peux tout d'abord nous parler de toi, de tes racines familiales, de ton enfance? OK, oui. Donc, c'est ça, je m'appelle Marie-Lou Maisonneuve. Je travaille présentement au programme Maison Ronde. Donc, c'est une drôle de coïncidence, là. Maisonneuve, Maison Ronde. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Dans le fond, moi, je m'identifie comme québécoise francophone, ayant des origines anishinaabe, de par notre historique familial. Dans le fond, la grand-mère de ma grand-mère est anishinaabe. Et elle a marié un homme blanc dans le temps. Et à cause de la loi sur les Indiens dans le temps, on a perdu le statut indien dans ma famille. Ça a mené à toute une assimilation culturelle, linguistique, comme c'était le but de la loi sur les Indiens. Et donc, au fil des générations, on n'a plus de lien avec la culture ou les communautés anishinaabe. Et dans le fond, moi, j'ai été élevée quand même, québécoise, francophone typique, mais toujours en ayant ce souvenir-là très frais dans ma famille que oui, la grand-mère de ma grand-mère était anishinaabe, puis c'était une fierté. Ça a toujours été une fierté. Mon père m'a transmis ça. C'est du côté de mon père. Et je me souviens, moi, je suis née en 1989, donc... quand j'étais jeune, la crise d'Oka était pas loin, là, en 1990. Ouais. Et c'était pas quelque chose qui était vu comme une fierté dans ce temps-là. Je crois dans la population québécoise générale, à ce moment-là, les Autochtones n'étaient pas beaucoup aimés. Non, le discours ambiant était assez négatif. Oui, c'est ça exactement. Mais dans ma famille, c'est toujours resté une fierté puis un souvenir frais. Mes grands-parents se souvenaient de, justement, mon arrière-grand-mère qui parlait français avec un accent anishinaabe, puis c'était des petites bribes comme ça qu'on avait dans ma famille. Moi, j'ai été élevée dès ma naissance, là, dans le fond, oui, avec cette fierté-là, mais aussi avec une autre composante forte dans notre culture familiale. Mes parents, avant qu'ils nous aient, là, les 4 enfants, ils se sont convertis au christianisme baptiste évangélique. Donc, pour eux, c'était vraiment quelque chose dont ils étaient fiers, une appartenance forte. Ils étaient très impliqués aussi dans ce milieu-là. Et ils le sont toujours à ce jour, là, encore. Et donc, on habitait à Laval quand j'étais jeune. Quand j'avais 8 ans,
Et donc, mes grandes sœurs, elle avait 10 ans, mon petit frère avait 4 ans. Mes grandes sœurs sont des jumelles. On a déménagé à Sept-Îles. Pourquoi à Sept-Îles? C'est parce que, justement, mon père, de ses origines fières autochtones, avait entendu parler qu'il y avait à Sept-Îles, avec le peuple Innu, dans la communauté de Uashat-Magmanotenam, qui est un peu comme imbriquée à côté de Sept-Îles. Il y avait un missionnaire, un homme blanc anglophone de l'Alberta avec sa famille qui était là, qui était pasteur d'une petite église baptiste évangélique qu'il avait débutée dans la communauté de Uashat-Magmanotenam. Et mon père, interpellé par ses origines autochtones, interpellé par sa forte identité évangélique, dans le fond, s'est senti vraiment appelé à aller aider ce missionnaire-là. Ça a fait son chemin petit à petit dans la tête de ma mère, qui n'était pas convaincue de prime abord de quitter toute sa famille immédiate dans la région de Laval, etc. Mais quand j'avais 8 ans, on a déménagé en 1997. Et on a déménagé vraiment... Mon père travaillait dans le séculier, là, dans le milieu camion forestier, pas ça, la construction, tout ça. Mais vraiment, le but, c'était pas d'aller travailler à cette île. Le but, c'était vraiment de s'impliquer le plus possible dans l'église Innu baptiste évangélique là-bas. Ah oui. Et donc, cette église-là, maintenant, s'appelle Emiu Mamwetun. C'est Rassemblement de prière. Et moi, j'ai été élevée dans cette église-là de l'âge de 8 ans à 17 ans. Donc, pas en contact avec mes origines Anishinaabe, mais beaucoup en contact avec le peuple Innu, qui est quand même un peuple cousin là, du peuple Anishinaabe. C'est niveau linguistique. Oui, la même famille ethno-linguistique. Donc, j'ai été élevée en grande proximité, je dirais, avec ce peuple-là. On n'habitait pas dans la communauté parce qu'on n'était pas Innu, puis on n'avait pas le statut indien, comme on dit. Mais on était souvent rendus dans la communauté. Oui, souvent à Uashat, souvent à Magnotenam. Puis j'ai encore à ce jour des amis dans la communauté, puis des gens que je connais. Oui, oui. Et Marie-Lou paraissait récemment auprès de l'Université Laval l'ouvrage collectif « Étudier les christianismes dans un contexte de post-chrétienté ». Ce qui est intéressant, c'est que tu y signes un chapitre qui vient résumer ton mémoire de maîtrise en sciences des religions. Puis c'est un mémoire qui est basé sur une recherche terrain menée à Uashat avec des femmes Innu qui fréquentent l'église évangélique baptiste, là, le nom, je crois que j'ai de la difficulté, Emiu Mamwetun. Presque. Vas-y, tu vas l'avoir mieux que moi. Emiu Mamwetun. Emiu Mamwetun, merci. Mais même moi, je ne dois pas le dire exactement comme il faut, c'est correct. On va être indulgent envers nous-mêmes. Et donc, une étude qui porte sur des femmes Innu qui fréquentent l'église que toi-même fréquentais, donc à la fin de l'âge primaire ou l'âge secondaire. Oui, exact. Alors, quel était, Marie-Lou Maisonneuve, ton principal objectif au moment de lancer cette recherche universitaire? Bien, c'est parti, c'est sûr, de toutes mes observations que j'ai faites en tant qu'enfant, adolescente, mais que je me rendais même pas compte que je faisais des observations. C'est juste, j'étais là, j'évoluais dans cette église-là, puis c'est tout. Rendu au cégep, j'ai quitté cette île pour venir étudier dans la région de Montréal. Et j'étudiais dans un programme qui s'appelle Histoire et civilisation au Collège de Rosemont, puis je me suis rendu compte j'avais aucun cours sur les Autochtones en histoire. C'était vraiment axé beaucoup sur l'histoire européenne, l'histoire même américaine. Le cours civilisation occidentale. C'est ça. Et donc, ça a commencé à me manquer à ce moment-là. Après ça, j'ai fait un bac en études autochtones à l'Université d'Ottawa, du fait justement que ça me manquait. Puis là, arrivé à la maîtrise, je me suis mis à réfléchir sur toute cette expérience-là un peu de première ligne, un peu, que j'avais eue en tant qu'enfant, adolescente. Puis de me rendre compte que ça avait été quand même singulier, unique. C'est pas tout le monde qui vit ça. Même à cette île, tu sais, quand je me rends compte, cette île, aujourd'hui, c'est un peu moins pire, je crois, mais dans le temps, c'était très clivé, là, blanc, autochtone. Puis on était dans les seules familles qui avaient un peu un pied dans les deux mondes. Là. Puis c'était pas par manque de volonté, souvent, c'était juste comme ça, dans ce temps-là. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui n'avait pas été beaucoup étudié.
Ben, premièrement, les femmes autochtones, tout court, c'était pas beaucoup étudié. Mes profs aussi à l'université me l'ont fait aussi connaître, là, cette réalité-là. Et je me suis rendu compte que l'Église baptiste évangélique Innu à Ouachat avait quelque chose de spécial, mais que je l'avais toujours su parce que je fréquentais aussi des fois à l'occasion des églises baptistes évangéliques non autochtones. Oui. Mais que je n'avais pas vraiment les connaissances ou fait l'analyse pour savoir comment c'était différent. Et justement, qu'est-ce qui fait que cette église évangélique baptiste, qui a pour nom Emiu-Mamwetun, elle est aussi Innu? Ben, la réponse est vraiment venue de mon terrain, dans le fond. Et j'avais lu dans la littérature scientifique, là, avant d'aller à mon terrain, là, j'avais lu qu'il y avait beaucoup l'idée de la guérison autochtone. Puis moi, dans mon souvenir de quand j'étais jeune, j'ai été à cette église-là, dans le fond, de 1997 à 2006, dans le fond. Et de ce que je me souvenais, je me disais, moi, je me souviens pas beaucoup de cet aspect-là de guérison. Cette notion-là n'était pas centrale. Non, j'arrivais pas à me souvenir de ça, mais il faut dire, j'étais enfant, adolescente, j'étais pas au courant de tout. Ouais. Mes parents, eux, étaient impliqués avec les Inuits, faisaient beaucoup de relations d'aide, étaient beaucoup plus au courant des histoires des personnes. Nous, je pense qu'en tant qu'enfants, adolescents, ils nous protégeaient beaucoup de beaucoup de réalités qui sont pas faciles. Et avec raison. Et donc... Et en faisant les entrevues avec les femmes Inuits, la guérison est vraiment me sauté dessus. Là. Vraiment, c'était... C'est central. Oui, c'était central. Puis c'était dans le discours de toutes les femmes que j'interviewais. Puis ça m'a beaucoup étonnée. Je comprenais pas pourquoi, parce que j'avais pas du tout décelé ça avant, tu sais. Oui. Et comment ça se traduit, cette notion de guérison-là, dans le quotidien de cette église évangélique baptiste Emiu-Mamwetun de Ouachat? Comment ça se vit, cette guérison-là? Ben, je me suis rendu compte que l'église, en fait, c'est beaucoup adapté au discours de ces femmes-là. Puis ça, c'est un discours vraiment, comme on a dit, typique autochtone. Fait que là, d'où on vient aussi à l'idée de l'évangélisme qui leur a été apporté ne les a pas assimilés. Au contraire, elles ont assimilé l'évangélisme dans leur ontologie autochtone préexistante, qui est beaucoup axée sur la guérison. C'est beaucoup ça qui s'est fait. Fait que l'Église s'est adaptée à ce discours-là, à ce besoin-là que les femmes expriment constamment, le besoin de guérison. Donc, un temps, par exemple, les dimanches matins, qui est d'habitude une réunion chez les évangéliques, qui est plus une réunion... un témoignage ou... Oui, c'est ça. Puis c'est le pasteur souvent à l'avant qui s'exprime, puis ou la personne qui conduit les chants, par exemple, dans la première partie. Puis là, dans cette église-là, il y a à Emiu-Mamwetun, il y a toujours un temps, les dimanches matins, un bon 20-30 minutes qui est pour un temps de témoignage de la salle. Fait que des gens qui veulent partager ce qu'ils ont vécu dans la semaine, s'ils ont eu des choses difficiles, s'ils ont eu des belles choses aussi. C'est beaucoup les femmes aussi là, qui expriment ce qu'elles vivent, ce qu'elles peuvent vivre de pas facile. Puis il y a eu des beaux moments dont j'ai été témoin durant mon terrain que certaines femmes qui vivaient des réalités pas faciles, puis là, une autre femme vient, la réconforte, prie pour elle, etc. Des choses comme ça qui, le dimanche matin, ça arrive pas dans les autres églises baptistes évangéliques là, non autochtones. Là. Puis ça, c'est tous des points qu'on voit qui sont typiques du mouvement de spiritualité autochtone. Le fait de partager les émotions en groupe. Puis ça, c'est quelque chose qui est présent aussi chez les baptistes évangéliques, se réunir entre frères et sœurs chrétiens. Et donc, ça s'allie super bien avec si on veut, le désir de guérison, le mouvement là, de spiritualité autochtone. Là, c'est deux choses qui vont super bien ensemble. Ouais. Puis, pour les évangéliques, par exemple, là, le prosélytisme, là, le fait d'évangéliser les autres est super important. Et chez les femmes Inuits, je me suis rendu compte qu'elles le faisaient aussi, mais pour elles, c'était vraiment dans un but de amener la guérison aux autres, de parler de guérison avec les autres. Fait que le prosélytisme est vu des fois comme quelque chose ayant une certaine lourdeur pour certains fidèles évangéliques, je crois. Tu sais, c'est pas facile pour tout le monde de le faire, spécialement si t'es gêné, si t'es quoi que ce soit, mais pour ces femmes-là, c'est vraiment vu comme une façon additionnelle d'amener la guérison. Tu sais, Jésus m'a aidé, ben Jésus peut t'aider aussi à guérir de tes blessures.
Oui, Fait oui. que, on pourrait penser que, bon, qu'est-ce que ça a à faire, là, l'évangélisme avec la culture Innu, mais en fait, non, il y a des points Point de rencontre. de rencontre, ouais, entre les deux qui sont très évidents. Ouais. Marie-Lou Maisonneuve, comment est perçue l'Église Emiou-Mamouetoun de Ouachat au sein même de la communauté de Ouachat-Macmahon-Newtonam? Quel regard est porté sur cette Église qui est minoritaire, là, disons? Oui, oui. Puis il faut dire que le mouvement majoritaire chez les Inuits de Ouachat-Macmahon-Newtonam, c'est pas le mouvement de spiritualité autochtone, c'est le catholicisme. Hein, parce qu'ils ont été catholicisés quand même tôt. Donc, quand le premier pasteur de l'église Emiou-Mamouetoun est arrivé avec son projet, puis a commencé à parler de Jésus, de l'évangélisme à quelques familles. Bon, il y a 2-3 familles qui se sont converties. Au début, c'était un petit groupe qui se réunissait dans le sous-sol chez le pasteur qui habitait juste à côté de Mayotenam. Et ça, c'était dans les années... Lui, il est arrivé en 1987. Il y a eu quelques efforts d'évangélisation avant ça par des églises évangéliques locales blanches là, de la ville de Sept-Îles. Puis là, j'utilise le mot « blanc » parce que les Inuits l'utilisent tout le temps. Pour eux, c'est juste la façon d'appeler les Québécois. Là. Et donc, il y a eu quelques efforts, mais vraiment, la première initiative très... soutenu et organisé, c'était vraiment à partir de 1987 quand ce pasteur-là, le premier pasteur-là est arrivé avec sa famille. Après ça, ma famille et moi, on est arrivés en 1997 et en 2003, on a eu l'autorisation de construire... moi, j'étais une ado dans ce temps-là, mais fait que j'étais pas au reine là, de ce projet-là, mais j'en ai fait partie. On a eu l'autorisation de construire, dans le fond, l'église qui a pignon sur rue encore aujourd'hui sur le boulevard des Montagnais à Ouachat. L'église verte. Oui, l'église verte, oui, directement devant maintenant les nouveaux locaux du conseil de bande, devant un cimetière important de la communauté. Fait que c'est quand même très central aujourd'hui là, comme lieu. Mais ça, c'était en 2003, il me semble que le projet a débuté, la construction. Et il y a eu beaucoup de dissensions. Moi, je me souviens, à ce moment-là, un moment donné, on a été informé, cette nuit, il y a quelqu'un qui se promenait avec un bidon d'essence autour de l'église. Puis l'église, c'est la structure, mettons, nouvellement construite, là, que tout était encore sur le rough, là, tu sais, plywood et tout, là, à l'intérieur, mais que déjà était à peine construite, puis quelqu'un voulait y mettre le feu. Puis même... Naomi Fontaine, il fait référence, je l'ai mis dans mon mémoire. En ouverture de ton mémoire. En ouverture de mon mémoire, oui, elle fait référence à cet épisode-là. C'est pas des fabulations, ça s'est vraiment passé. Il n'y a rien il y a aucun feu qui a eu lieu. Quelqu'un l'a arrêté. Mais ça montre les tensions. Oui. Puis avant le projet aussi, quand le pasteur du temps, puis mes parents étaient allés au conseil de bande avec des gens aussi des Inuits de l'Église pour faire approuver ce projet-là. Le conseil de bande du temps là, leur avait vraiment donné beaucoup de difficultés. Là. Il y avait beaucoup de tensions. Finalement, ça s'était fait parce que le chef du temps était aussi évangélique. Donc, pendant longtemps, ça a été quand même tendu. Certaines familles, justement, Inuits qui fréquentaient notre église, certaines autres personnes de leur famille ne leur parlaient pas ou parlaient peu ou parlaient pas de religion quand ils étaient ensemble. Mais quand j'y suis retournée pour mon mémoire, les choses avaient déjà l'air d'avoir changé. Quelques années avant, il me semble que c'était en 2012, il y avait une initiative du conseil de bande pour promouvoir la vie parce qu'il y avait eu beaucoup de suicides dans la communauté. Puis ils avaient fait appel à tous les groupes religieux de la communauté. Puis ça, on pense pas que des fois, il y a de la pluralité religieuse dans les communautés autochtones, mais il y en a beaucoup. C'est ça, oui. Et ils avaient fait appel, bien sûr, à l'Église catholique, très présente dans la communauté. Ils avaient fait appel aux aînés qui étaient impliqués puis qui portaient les mouvements de spiritualité autochtone. Et ils avaient fait aussi appel à l'Église Emiou-Mamouetoun. Puis tous ces gens-là étaient répertoriés comme étant, si jamais vous avez besoin d'aide, vous pensez au suicide, vous pouvez contacter ces groupes-là, dépendamment de qui vous avez besoin. Puis, bien sûr, il y avait aussi les CLSC de la communauté qui étaient répertoriés, puis etc., etc. Donc, c'est maintenant, tu sais,
événement-là, on dirait, a comme amené une plus grande acceptation puis une reconnaissance du rôle. Du rôle puis de l'Église Émile Mamoutoun. Puis maintenant aussi, plus en plus de gens qui la fréquentent, des gens aussi venant de tous les horizons de la communauté. Donc, plus reconnue. Ça m'a été confirmé par plusieurs femmes durant mes recherches de mémoire. Puis, il y a une meilleure cohabitation, là, de ce que je comprends de nos jours. Ouais. Et Marie-Lou Maisonneuve, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre le désir de guérison qui est présent chez les femmes inoues que tu as interviewées pour ton mémoire de maîtrise et leur profond engagement au sein d'une église chrétienne, sachant que beaucoup de souffrances vécues par ces femmes, par leur entourage, ont été générées par la colonisation et le rôle de l'Église, que l'Église a pu y jouer? Oui. Je sais pas si j'ai totalement la réponse à cette question-là, parce que je l'ai pas nécessairement, moi, posée. C'est peut-être ma déformation du fait d'avoir été élevée dans cette église-là. Ouais. Tu sais, pour moi, j'ai toujours vu ces femmes-là évoluer dans ce milieu-là. Donc, pour moi, c'est pas une contradiction. Elles y étaient, tu sais. Ah oui. Mais de ce que j'entendais, par contre, c'est que, comme j'ai dit, tu sais, les femmes ont beaucoup un parcours de guérison, puis elles insèrent à l'intérieur de ça l'évangélisme. Puis, donc, une certaine femme m'a exprimé que c'était chaque mouvement auquel elle adhérait, ou outil qu'elle allait chercher, c'était comme justement un outil de plus dans son coffre à outils. Donc, elle avait tout un parcours de guérison, mais elle avait déjà été un petit peu plus impliquée avec les mouvements de spiritualité autochtone, faire le Sundance, etc. Ouais. Et donc, l'évangélisme, pour elle aussi, c'était comme là, je suis rendue là, puis ça m'aide beaucoup présentement dans mon parcours de guérison. Donc, c'était pas vu comme nécessairement lié à l'expérience que, mettons, ses parents avaient pu avoir eu au pensionnat. C'était plus vu comme un outil supplémentaire qui amenait vers le but qui est important pour elle, c'est-à-dire la guérison. Ah oui. Au contraire, ça lui avait amené une certaine communauté, des gens avec qui elle avait encore contact à ce jour. Ça y avait amené plein d'outils, comment mieux vivre sa vie, être dans un processus de guérison. Fait que c'était vraiment pas vu comme quelque chose qui... De paradoxal. Non, de paradoxal, c'est ça. Le but étant la guérison, en fait. C'est ça. Ouais. Confluent, avec Catherine Egault et Mathieu Lavigne. Marie-Lou Maisonneuve, depuis quelques années, tu travailles pour le groupe communautaire L'Itinéraire. Plus précisément, tu es la chargée de projet pour le programme de la Maison Ronde et pour le café du même nom. Donc, je précise, c'est le seul café autochtone de Montréal, quand même. Donc, Marie-Lou, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire du café de la Maison Ronde puis peut-être des objectifs du programme qui est lié? Bien, dans le fond, le café Maison Ronde, l'idée est venue... En 2014-2015, il y a eu une rénovation du parc qui s'appelle le Square Cabot, qui est situé près du métro Atwater, donc au coin Atwater-Sainte-Catherine à Montréal. Là, c'est la partie ouest du centre-ville. Et la ville voulait rénover le square. Il y avait beaucoup de personnes autochtones déjà qui se tenaient dans ce square-là. Et quand la ville a décidé de rénover, le réseau de la communauté autochtone de Montréal, qui est un organisme qui se veut un peu parapluie là, de tout ce qui est pour et par les Autochtones à Montréal, ils ont dit « Ah, faudrait pas qu'on oublie les Autochtones dans tout ça ». Puis avec la ville, ils ont travaillé pour qu'il reste une présence autochtone, que les Autochtones se sentent encore inclus dans le Square Cabot, malgré les rénovations qu'il y a eu. Et donc, c'est pour ça que la petite Vespasienne, là, qui est la petite maison ronde, justement, qu'on voit comme dans beaucoup d'autres parcs à Montréal, le Carré Saint-Louis en a une, entre autres. Cette petite maison-là a été convertie en café. Et le but, à la base, était de faire travailler les personnes autochtones. Et c'est là que l'itinéraire a été approché. L'itinéraire, à ce moment-là, n'avait pas d'expérience à travailler avec les personnes autochtones. L'itinéraire n'est pas un organisme autochtone non plus, mais avait une expérience de café de rue, café d'économie sociale. Oui. Donc, en 2016, ça a débuté. Au départ, c'était d'employer des personnes autochtones pour travailler dans le café. Avec, quand même rapidement, de la première année, ils se sont rendus compte qu'il fallait quelque chose qui soit
davantage l'étape avant ça. Fait que l'étape de pré-employabilité, parce que le fossé peut être grand entre quelqu'un qui est totalement désaffilié du milieu du travail et le fameux milieu du travail. On pense pas tout le temps à cette marche-là, mais elle peut être grande pour certaines personnes. Donc, ils se sont rendus compte qu'il faut avoir un programme qui fit pour ces personnes-là. Ouais. Et donc, c'est ce qui est maintenant devenu notre volet initiation, c'est-à-dire un premier volet. La personne, dans le fond, elle vient faire un quart de travail par semaine dans le café Maison Ronde à faire du travail de barista. On fait la bouffe aussi, puis on a un menu d'inspiration autochtone. Fait qu'on fait la bannique à partir de la farine. Là. Les participants apprennent la recette, puis ils font à partir de la farine. Les participants sont autochtones. Oui, tous les participants sont autochtones. Puis dans le fond, on sert tous nos sandwichs avec cette bannique-là. Puis on a aussi du café de torréfaction autochtone, torréfaction Mohawk, qui est fait dans la communauté de Ganesatake, qui s'appelle Moccasin Joe. On a des tisanes inuites. Donc, c'est tous des produits comme ça. Puis, dans le volet initiation, qui a débuté dès 2017, les gens viennent faire leur quart de travail. Habituellement, ils ne savaient pas longtemps à l'avance parce qu'on se rappelle que c'est des gens très désaffiliés, des fois même carrément en situation d'itinérance, là. Donc, ils viennent faire leur quart de travail, ils travaillent bien, il faut être sobre, bien sûr. Fait que déjà, ça, c'est un travail en soi. Et à la fin du quart de travail, ils sont payés directement en argent comptant, puis ils ont aussi la bouffe et le café gratuit durant leur quart de travail, donc sécurité alimentaire en même temps. Et le fait d'être payé en argent comptant, c'est aussi parce que plusieurs personnes dans la rue n'ont pas leur carte d'identité. Et quand tu n'as pas de carte d'identité, tu ne peux pas ouvrir de compte de banque. Donc, tu ne peux pas recevoir de paye dans un compte de banque. Après ça, en 2019, on a commencé un autre volet qui est maintenant le volet orientation. Et le volet orientation, là, oui, on fait travail dans le café avec la personne, mais il y a aussi des ateliers d'employabilité, un peu plus d'intervention qui est fait avec les intervenantes du programme. Il y a aussi, on prend part avec les participants à des activités culturelles autochtones dans le but de les connecter ou de les reconnecter aux initiatives positives et sobres de la communauté autochtone à Montréal. Parce que des fois, ils ne sont pas en contact nécessairement avec le reste de la communauté autochtone à Montréal, ou des fois, ils sont en contact avec des gens qui sont dans la consommation, qui sont, oui, autochtones, mais dans la consommation. Fait que là, on leur montre que non, il y a plein d'initiatives. D'autres réseaux, plein d'initiatives faites par des personnes autochtones qui sont super positives, puis qui sont vraiment dans le bien-être, puis des belles initiatives comme des powwows. Maintenant, à Montréal, il y en a tellement. Avant, en métro, là, quand on n'a pas d'auto, on ne pouvait pas se rendre presque à aucun powwow. Il y avait seulement McGill. Maintenant, Concordia a son propre powwow. Il y a un powwow même d'hiver. Ce qui n'était vraiment pas le cas avant. C'était nouveau de cette année. Fait qu'il y a plein de façons de vraiment être nourri au niveau culturel autochtone, mais d'une façon très accessible à Montréal. Puis comme milieu de travail aussi, il y a une dimension de sécurisation culturelle, clairement, aussi, là, pour ces personnes-là qui travaillent au Café de la Maison Ronde, qui vont faire des quarts de travail. Oui, exactement. Donc, l'équipe, on n'est pas une équipe autochtone. On aimerait toujours de plus en plus. On essaye constamment. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est que l'important, c'est d'avoir une équipe d'intervenants, d'intervenantes qui soit solide pour les participants. Donc, ça veut dire, des fois, si la personne se désorganise, ben, être comme un peu l'adulte dans la situation, garder son calme. Pilier, là. Oui, c'est ça. Puis avoir la bienveillance, etc. Puis accompagner la personne, peu importe où elle est rendue, dans le fond. Puis c'est sûr, ça vient aussi avec tout un aspect de, oui, sécurité culturelle, mais des fois, ça peut être seulement comme, mettons, il y a 2 participantes qui sont inuites, elles ont le même corps de travail, elles se parlent en inuktitut pendant leur corps de travail. On comprend rien, c'est pas grave. C'est ça. C'est correct. Mais des fois, moi, j'ai des participants qui nous ont dit que, tu
dans certains lieux, ils n'avaient pas le droit de parler leur langue entre eux parce que la personne a dit « Ben là, je comprends pas ce que vous dites. Est-ce que vous parlez dans mon dos? » Ça fait écho à ce qui se disait dans les pensionnats. Ben oui, c'est ça. Fait que nous, on veut pas perpétuer, justement, faire du colonialisme 2.0. C'est ça. Donc, nous, c'est quelque chose qu'au contraire, on encourage, puis ça arrive, tant mieux. Puis, donc là, tu apprends des éléments de toutes les langues autochtones parlées sur le territoire. On se fait dire des petits mots des fois. Puis aussi, tu sais, encore une communauté autochtone dans le Square Cabot, un petit peu moins populeuse que dans le temps, parce que ça change quand même la démographie du Square Cabot. Mais il y a beaucoup de vulnérabilité encore dans ce parc-là. C'est encore un lieu, malheureusement, de consommation, drogue, alcool, et avec toute la vulnérabilité qui vient avec ça. Donc, nous, on fait des dons de nourriture aussi dans le parc, puis ça, c'est nos participants aussi qui permettent ça par les banniques qu'ils font. Fait qu'eux peuvent directement redonner aux gens de leur communauté, puis on donne aux non-autochtones aussi, là, bien sûr. Là, même plein de non-autochtones aiment bien nos banniques. Ben, j'imagine. Ouais, c'est très bon. Marie-Lou Maisonneuve, je t'écoute, puis j'ai l'impression que ton histoire de vie t'a un peu presque prédestinée à occuper ce travail-là. C'est assez intéressant, puis j'ai goût de te demander qu'est-ce qui t'apporte ce travail-là, justement? Ouais. Ben, moi, je pense justement par mes origines familiales, par tout mon vécu que j'ai eu étant enfant, ado, mais aussi mon mémoire là, à côtoyer les Inuits. Moi, j'aime ça être une alliée pour les personnes autochtones. C'est ça que j'aime faire. J'aime aussi être dans l'action. Fait que j'ai déjà travaillé pour des organismes plus gouvernementaux, autochtones, mais c'était plus travail, mettons, de documenter l'état de l'éducation autochtone au Canada, qui est super important, mais je pense que j'aime mieux être dans l'action. J'aime mieux comme faire partie sur le terrain, faire partie de la solution. Ma job a quand même une composante administrative du fait d'être chargée de projet. Là, je suis pas intervenante, quoique je fais de l'intervention parce que moi aussi, des fois, je suis sur le terrain pour aider à ce qu'il y ait une personne de plus sur le corps de travail, etc. Puis dès on travaille au Café Maison-Ronde, c'est de l'intervention, automatiquement. Puis à côtoyer tellement d'intervenantes au fil des années, je suis venue à apprendre aussi de tout ce savoir-là qu'elles m'ont légué. Donc, j'aime ça, faire partie de la solution, être en action. Puis aussi, il faut dire que ce qu'on fait au Café Maison-Ronde est vraiment unique à Montréal, au Québec, puis j'entends même, je pense, au Canada, parce que d'offrir un plateau de travail adapté pour les personnes autochtones, c'est vraiment quelque chose d'unique, là, dans un café comme ça. À Montréal, les services pour les personnes autochtones ont beaucoup été organisés autour des services première ligne pour les personnes en situation d'itinérance, parce que les besoins étaient et sont tellement criants. Moi, j'ai étudié à l'Université d'Ottawa, je me souviens, les ressources là-bas étaient beaucoup plus développées au même moment qu'à Montréal. Je pense qu'il y a eu plus rapidement à Ottawa une plus importante population autochtone. Les Autochtones à Montréal sont peut-être arrivés un petit peu plus tard qu'à Ottawa. Donc, les services ont été là organisés, puis là, ils se sont justement, premièrement, organisés autour des services aux personnes en situation d'itinérance. Donc, tout ce qui est comme le deuxième ligne, si on veut, mais on fait beaucoup du première ligne, là, mais tout ce qui est comme, OK, mais après, justement, pour aller vers l'emploi, au moins se mettre en route vers l'emploi, ça, c'est là qu'on vient comme répondre à un besoin, puis on est en contact avec tous les autres organismes là, pour et par les personnes autochtones, puis on se fait référer constamment par les autres organismes des participants parce qu'ils savent que j'ai telle personne qui est dans mon refuge, les refuges pour autochtones, par exemple, elle pourrait vraiment bénéficier d'un corps de travail, de travailler à quelque part, ça y ferait du bien, elle se sentirait comme empowered, là, si on veut. Puis, sentiment de fierté, de dignité, d'accomplissement, tout ça. Mais je veux pas l'envoyer n'importe où, ce qu'elle va subir du racisme. Puis aussi, cette personne-là, oui, ça se peut qu'elle ait de l'absentéisme, un peu beaucoup. Oui, ça se peut que des fois, elle arrive en état de consommation.
Où est-ce que je pourrais l'envoyer? Au Café Maison Ouais. Ronde, on peut répondre à tout ce genre de C'est ça. situation-là. Vous acceptez que c'est un processus. Oui, Vous- c'est vous ça. comprenez Fait que que c'est un l'absentéisme, processus. on sait comment la gérer avec bienveillance, puis Mm. en donnant des chances. On a certaines limites, mais on n'est pas un milieu de travail où ce que, tu nous fais 2 quarts de travail que tu nous as pas dit où tu étais. Bye, on veut plus Ouais. jamais te voir, t'es banni de chez nous. Non, on n'a Mm. pas ça. Puis si la personne, elle se présente puis elle est sous l'état de consommation, bien sûr, elle va pas pouvoir travailler parce que c'est des santé-sécurité au C'est travail. ça. Ouais, Puis hygiène et tout ça. Mais on fait d'une manière que, tu sais, comme on va se revoir la semaine prochaine. ça, Il n'y a ouais. pas de problème, tu sais. Pas question de culpabiliser qui que Non, ce soit. c'est Puis- ça. C'est ouais, juste, c'est les règles du milieu de travail. Puis on t'apprécie quand même. Puis Ouais. tiens une bannique. Puis si tu peux Reviens nous aller à la voir, maison, va te reposer. Ben tu sais. oui, ben oui, oui. Ouais. Et en terminant, Marie-Lou Maisonneuve, ce travail-là au Café de la Maison Ronde, avec le programme de la Maison Ronde, ça t'amène à côtoyer des personnes autochtones qui vivent en milieu urbain. Puis ça, c'est une réalité, je pense, qui est méconnue là, au Mhm. Québec. On oublie que c'est à Montréal, que Montréal, entre guillemets, est la principale communauté autochtone en termes de nombre Ouais. au Québec. Hein, et il y a Ouais. plus de personnes autochtones qui vivent en milieu urbain que dans les communautés plus éloignées. Donc, qu'est-ce qu'on gagne à connaître de cette présence autochtone en milieu urbain? C'est sûr que moi, quand les gens me parlent des Autochtones en ville, ils me parlent beaucoup des personnes en situation d'itinérance. Puis, C'est plus compliqué que ça. ouais, hein. c'est ça, comme j'ai parlé tout à l'heure, il y a plein de personnes autochtones oui. qui travaillent justement pour organiser ces powwows-là, pour Mhm. avoir des organismes pour gérer des organismes comme le Foyer pour femmes autochtones de Montréal, Montréal autochtone, qui est un centre d'amitié, le centre d'amitié autochtone de Montréal, qui est un autre centre d'amitié. Mhm. Il y a tellement d'organismes là, autochtones. Le Projet autochtone du Québec qui est un refuge là, spécialement pour les personnes autochtones qui sont rendues à, je pense, 5 emplacements, Mhm. puis qui organisent plein d'activités en plus, des activités culturelles. Toutes ces choses-là sont beaucoup organisées, soutenues par des personnes autochtones qui sont des professionnels, qui sont des personnes responsables, positives, organisées, tellement pleines de ressources. Puis on oublie ça un peu. Exact. Là. C'est les personnes un peu qui sont dans l'ombre, qu'on voit pas. Mhm. Les gens visibles, c'est les personnes en situation d'itinérance. Fait que, tu sais, je pense que c'est important, si on est intéressé par les réalités autochtones, de s'intéresser aussi à ces pans-là qui existent en ville. Puis comme j'ai dit, il y a de plus en plus d'activités puis de tout ça qui se passe dans le milieu autochtone montréalais. Une fois là, qu'on est abonné aux bonnes infolettes ou aux bonnes C'est pages vrai, des réseaux sociaux, là, Ouais. on se rend compte qu'il se passe presque pas une Il y a trop de journée sans qu'il y ait de l'activité autochtone à Montréal. On C'est- veut se cloner. là. Oui, Faut aller c'est voir qui vraiment c'est. quelque oui. chose, là. Puis on penserait pas ça juste avant de s'ouvrir à tout C'est ça, vrai. là. Nous, on est constamment à la recherche d'activités, justement, culturelles autochtones pour nos participants. Mhm. Puis on peut pas aller à tout, là. Il y a Mhm. tellement trop d'activités, là. C'est un beau problème. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'on a intérêt aussi. Il y a plusieurs de ces activités-là qui sont ouvertes à tous et toutes, hein, qui sont Mhm. pas juste pour les personnes autochtones. Fait que si on s'intéresse à ça, tu sais, aller dans les powwows, justement, qui sont des endroits de préférence là, Mhm. pour aller quand on n'est pas autochtone. Tout à fait. C'est ouvert à tout le monde. Puis de juste s'informer de ça, Mhm. ça nous ouvre à tout un univers là, qu'on ne se doute pas. Ben oui. Puis avec le beau temps qui revient, tranquillement, espérons-le, Exactement. allons au Café de la Maison Ronde. Oui. Prendre une bannique. Venez nous voir. Si vous venez nous voir, par contre, je vais vous mettre en garde. On a des gens qui sont justement en réinsertion à l'emploi. Mhm. C'est pas rare qu'on a des participants qui sont là, qui en sont à leur premier ou Mhm. deuxième, troisième quart de travail, parce qu'on a toujours des nouvelles personnes Mhm. au Café Maison, des nouvelles personnes autochtones qui arrivent à Montréal, qui sont intéressés à travailler avec nous. Donc, soyez indulgents sur le temps, s'il vous plaît. On On est fait pas patient. du fast-food, on fait de la super bonne nourriture, mais c'est de la nourriture qui vaut la peine d'attendre, Ah puis ouais, les oui. gens sont en apprentissage. Donc, on se donne rendez-vous au Square Cabot, donc Exact. sur Atwater. Oui, alors les jours de semaine, on est là. Parfait. Marie-Lou Maisonneuve, c'est un plaisir, vraiment. Encore merci de ton accueil. Vraiment, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à Marie-Lou Maisonneuve de nous avoir fait connaître l'église évangélique baptiste Innu Eyamieu Mamwetun de Ouachat, ainsi que le programme et le café de la Maison Ronde, le seul café autochtone de Montréal.
L'émission Confluent est portée par Mission Chez Nous, organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. D'ici là, nous continuons d'élargir nos horizons sur les ondes de Radio VM et Radio Galilée. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée, de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.